Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, rescapée du burn-out, experte en alignement et fondatrice de Pourquoi pas moi. Dans ce podcast, tu découvriras des témoignages authentiques, sans coupe, de celles et ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Pourquoi pas moi, c'est aussi le bilan de compétences et de besoins, le raccourci pour t'aligner avec tes besoins, comme mes invités. Une véritable méthodologie finançable avec ton CPF qui a reçu le premier prix du magazine Psychologie. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Je suis heureuse d'accueillir Maureen Mellet sur le podcast Pourquoi pas moi, à l'occasion du congrès C'est quoi le bonheur pour vous? Après une première vie en tant qu'infirmière, Maureen a écouté sa petite voix et s'est engagée sur un nouveau chemin, celui de la thérapie de couple. Aujourd'hui, elle est thérapeute, autrice et créatrice de la méthode Couple Allié. Dans cette interview, on va parler d'amour, de choix, de limites, mais surtout de cette idée si forte que le couple peut être un espace de réparation et de croissance pour soi et pour les autres. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Maureen Mellet. Bonjour Maureen. Bonjour à toi et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Si tu pouvais te définir grâce à un mot, quel serait-il? Waouh. Résiliente. Avant de devenir thérapeute, tu étais infirmière. Ça a été quoi pour toi le déclic pour changer de trajectoire? Je crois un ras-le-bol, un profond ras-le-bol de ne pas avoir les moyens d'entrer véritablement en lien avec l'altérité au vu du niveau de maltraitance institutionnelle et le souhait aussi d'être une mère présente pour mon enfant, d'avoir plus de temps avec lui et de pouvoir suivre ma propre voie, si je puis dire, tu vois, de faire les choses à ma façon, un besoin de liberté aussi. Est-ce qu'il y a un jour particulier où tu t'es dit c'est plus possible? En tout cas, je me rappelle, c'était au moment du Covid, vague de confinement, c'était des conditions de travail qui étaient vraiment déplorables et tout ce qui se passait pour moi allait à l'encontre de beaucoup de choses en lesquelles je crois, d'un point de vue politique et sociétal. Et j'ai eu une discussion avec Paul, du coup mon chéri, où je lui disais comment je vais faire, parce que c'était encore une époque où la stabilité financière et organisationnelle de notre vie reposait beaucoup sur mes épaules à ce moment-là. Et donc je lui disais, je peux pas, on a l'appart, on a un enfant, comment je fais pour gérer ça? Et il a ouvert une autorisation en moi. Il m'a dit, mais vas-y, en fait, fais-le, lâche ça, et on trouvera les moyens. On va s'en sortir et il faut que tu écoutes ta voix. Et je crois que cette autorisation qui m'a offert à ce moment-là, que moi je ne m'autorisais pas, a été une libération pour prendre cette décision. Aujourd'hui, tu as fait une conférence sur le thème « Apprendre à mieux m'aimer grâce à nous ». Pourquoi ce sujet te touche si particulièrement? Déjà parce que c'est mon histoire, pour commencer. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai faite de la vie. C'est-à-dire que le nous, quel qu'il soit, le nous qu'on va former avec l'altérité, pour moi, est une source de réparation grandissante. C'est ce que j'ai expérimenté dans le cadre de ma thérapie avec une thérapeute extraordinaire. C'est ce que j'ai expérimenté évidemment grâce à mon couple avec Paul, qui a été vraiment un espace de réparation, de reconstruction, d'évolution extraordinaire. C'est ce que j'ai expérimenté en tant que mère dans la relation que j'ai avec mon enfant, que j'aime plus que tout, et qui a vraiment été un espace pour moi de reconnexion à l'enfant en moi et de réparation, voilà, en tant qu'adulte et en tant que parent, d'offrir à mon enfant ce dont moi j'estimais avoir profondément manqué. Donc, et puis parce que c'est un message, je trouve que notre humanité a profondément besoin. Aujourd'hui, on manque de connexion à l'autre, on manque de lien, on manque de considération pour l'autre, on manque de responsabilité et d'implication à l'égard de l'autre. Et il y a beaucoup de personnes extraordinaires qui font un travail très conséquent sur le fait de permettre aux gens de mieux s'aimer. Mais il y en a beaucoup moins qui prônent aussi une idée tout aussi importante, c'est-à-dire de mieux aimer l'autre aussi, pour apprendre à mieux aussi s'aimer soi. Et c'est ma voix. C'est ce que tu dis dans la conférence, c'est qu'il y a vraiment un sujet de on a une responsabilité, on a un pouvoir sur l'autre et donc on a une responsabilité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? À partir du moment où il y a un lien d'attachement entre moi et l'autre, où il y a une connexion émotionnelle et affective entre moi et l'autre, ou d'une manière ou d'une autre, l'autre me fait rentrer dans sa vie et il va accorder valeur, considération, puissance, pouvoir d'impact à mes mots et à mes comportements, ça me confère un pouvoir sur lui. Et ce pouvoir, il est d'autant plus important avec mes enfants, avec mon amoureux ou mon amoureuse, voilà. Et donc, pour moi, plus j'ai de pouvoir, plus je me dois d'être habilitée à
utiliser à bon escient, avec conscience et avec sécurité, ce pouvoir. Ce qu'on est censé attendre aussi de nos gouvernements. Donc, plus j'ai de pouvoir, plus j'ai de responsabilités, plus j'ai de devoirs pour assumer ce rôle, parce que c'est pas juste cool d'avoir du pouvoir et de pouvoir en disposer comme bon nous semble, ça demande aussi, indéniablement, d'avoir comment on dit, une conscience en fait. C'est vraiment la notion de conscience, une conscience d'être bien traitant, d'être sécurisant et d'être responsable de ce que mes mots et mes comportements vont avoir comme conséquence dans le monde de l'autre. Ça, c'est un vrai sujet de se sentir en sécurité dans son couple, mais aussi du coup d'apporter à l'autre un écosystème où il se sent lui aussi en sécurité. Ouais, c'est un vrai sujet. La sécurité, de manière générale, c'est un sujet pour l'être humain. C'est parce que je me sens en sécurité que je vais pouvoir me développer, m'ouvrir, m'expandre, répondre à mes rêves. Sinon, je suis juste dans la survie. Toutes les personnes qui sont bloquées dans des couples au sein desquels elles ne sont pas en sécurité, elles ne peuvent pas se développer professionnellement, elles ne peuvent pas se sentir épanouies dans leur vie et connectées au bonheur et à la joie, elles ne peuvent pas avoir des projets parce qu'elles sont juste orientées, focus sur la survie, la survie, la survie, demain, demain, demain. Alors que quand on est en sécurité dans une relation, et être en sécurité dans une relation, ça ne veut pas dire ne pas rencontrer de conflits, ne pas rencontrer de désaccords, ne pas parfois avoir des comportements un peu dysfonctionnels, ça arrive à tout le monde, ça fait partie de l'être humain, mais ça veut dire que les 3/4 de mon énergie peuvent aller dans autre chose que simplement me demander si je suis en sécurité avec toi, parce que ça, c'est bon, c'est tranquillisé, donc je peux aller explorer le monde. Parce que je me sens en sécurité à ton contact, dans notre nous. Ouais. Et du coup, notre système nerveux autonome se sent bien et dit qu'on peut... cette case-là, elle est cochée, on peut mener sa vie correctement ailleurs. Et à mon sens, c'est aussi le devoir qu'on a à l'égard de nos enfants et le devoir qu'on a à l'égard de la personne que l'on aime. Lui offrir un espace de sécurité pour pouvoir à ces personnes aussi, pour pouvoir leur permettre de s'expandre en fait, de se découvrir. Tu donnes un super exemple et témoignage en montrant que toi, justement, tu as grandi dans un environnement qui n'était pas du tout sécure. Et du coup, tu offres ça aujourd'hui à ton fils et tu donnes toutes les clés. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes comme toi qui n'ont pas vécu dans cet environnement sécure? Et un conseil aussi pour les personnes qui ont vécu dans un environnement sécure où, sur le papier, ils ont eu une enfance où tout allait bien, mais qui aujourd'hui se sentent pas bien. Alors, je sais pas si je donne toutes les clés à mon fils. En tout cas, je fais le maximum, on va dire, pour être à la hauteur de la responsabilité que j'ai en tant que mère à son égard. Un conseil que je pourrais donner, alors moi j'avoue que ce qui m'a le plus tenue et ce qui m'a permis et ce qui me permet encore tous les jours, parce que c'est parfois difficile d'offrir à l'autre des choses qu'on n'a pas eues, c'est à nouveau la notion du devoir. Il y a quelque chose autour de j'ai pas le choix, c'est comme ça. C'est je dois faire ça, c'est un devoir, il y a des interdits. En fait, paradoxalement, pour moi, le fait d'avoir eu des interdits très fermes à mon égard, par exemple, il est interdit de frapper, il est interdit de se moquer, il est interdit de manipuler, il est interdit d'influencer dans le but de pousser l'autre, ou pousser son enfant par exemple, à adopter des comportements ou des souhaits que nous on veut, mais qui ne sont pas vraiment focus sur ce que lui ou elle a besoin. Il est interdit d'être maltraitant, d'être insécurisant, il est interdit de ne pas l'écouter. Tout ça, ça m'a cadré en fait. Ça m'a vraiment cadré, et si à un moment donné j'avais l'envie ou l'impulsion de vouloir franchir cette limite, de vouloir transgresser, ce qui est à nouveau aussi humain, j'avais une telle conscience des dégâts que ça pourrait causer sur lui, et j'ai un tel amour pour cet être que cette alchimie, pour moi, a créé un espèce de chemin initiatique qui n'est pas parfait parce que je ne suis pas une mère parfaite. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je me remets énormément en question et je ne me contente pas de me remettre en question. J'essaye vraiment de modifier ma vision de l'enfant pour changer mes comportements. Parce que changer ses comportements sans adhérer à une nouvelle vision, c'est très difficile. Mais changer de perspective, changer de paradigme sur la manière dont je vais considérer les enfants dans notre monde, et donc la manière dont je vais considérer mon enfant comme un sujet de droit, comme une personne, un individu, c'est pas juste un adulte en devenir, c'est déjà un individu, une personne qui a des rêves, qui a des besoins, qui a des limites. Et pour moi, ça a tout changé, et du coup, les comportements sont venus naturellement, tu vois, parce que j'ai adhéré, j'ai embrassé une nouvelle vision de l'enfant qui n'est pas du tout adoptée par notre société française, mais qui, en tout cas, moi, résonne beaucoup. On entend un peu partout qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir être capable d'aimer une autre personne. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il y a plusieurs vérités qui peuvent coexister.
Et du coup, je pense que c'est valable pour plein de personnes et pour plein d'individus, c'est vrai. Et je pense que pour d'autres personnes qui ont peut-être été exposées à ce à quoi moi aussi j'ai été exposée plus jeune, c'est très difficile d'apprendre à s'aimer soi-même quand on n'a pas eu un regard de l'altérité adulte qui était censé être nos référents, bien traitant, aimant et sécurisant. C'est très difficile d'avoir une belle image de soi quand on a été dévalorisé, quand on a été manipulé, quand on a été malmené, affectivement et émotionnellement. Et donc, moi, ce que je défends, c'est ce que j'ai expérimenté à nouveau dans mes relations, que ce soit des relations thérapeutiques, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations avec des amis, avec son enfant ou ses enfants, ses frères et sœurs peut-être. C'est que grâce à l'autre, et grâce à cet autre qui va reconnaître des choses magnifiques en moi, que j'ose peut-être pas regarder, ou les regarder, ce serait être déloyal à des personnes peut-être que j'aime encore. Eh bien, ces personnes-là, dans leur regard, dans leur douceur, dans leur amour, vont me renvoyer une image de moi qui va peut-être commencer à autoriser des choses et transgresser des interdits qu'on m'avait fixés enfant et qui étaient plus justes pour moi. Et du coup, cet autre, en embrassant une partie de sa réalité, je vais pouvoir re-questionner ses loyautés et me dire « Attends, mais finalement, je suis peut-être quelqu'un qu'on aime, en fait. Je suis peut-être quelqu'un de bien. Je suis peut-être aussi une belle personne, en fait. Et j'ai juste à apprendre. Et oui, je suis pas parfait ou parfaite, mais je fais quand même des choses bien. Donc, merci à cette altérité d'avoir reconnu ça à l'intérieur de moi, parce que sans toi, je l'aurais pas vu. Donc, on peut aussi, grâce à l'autre, grâce au nous, grâce à la relation, apprendre à mieux s'aimer. Trop chouette. Chez Pourquoi pas moi, il y a quelque chose qui est très important qui me tient à cœur, c'est le fait de respecter ses besoins, parce que pendant longtemps, je ne les ai pas respectés et du coup, ça m'a emmenée au burn-out. Donc, j'ai vraiment à cœur de dire aux personnes, découvrez vos besoins, respectez-les. Un vrai enjeu, c'est de comment faire respecter ses besoins tout en préservant ceux de l'autre dans la relation de couple ou même des enfants. Oui, c'est un vrai enjeu, puis c'est un enjeu qui change tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de réponse universelle, il n'y a pas une réponse toute faite de voilà la méthode pour respecter ses besoins et ceux des autres. Non, parce qu'en fait, mes besoins changent, tes besoins changent, des fois mes besoins n'arrivent plus à s'alchimiser avec tes besoins, et c'est tout ça l'enjeu du vivant d'une relation. C'est qu'elle est sans cesse en mouvement, c'est qu'elle est sans cesse en train de bouger. Et en même temps, c'est extraordinaire, c'est magnifique, parce que ça veut dire qu'on est sans cesse en train de s'alchimiser. C'est la marche, en fait, c'est le principe de la marche, c'est le déséquilibre qui donne un semblant d'illusion d'équilibre quand on marche. C'est exactement la même chose dans nos relations. D'une manière ou d'une autre, c'est très important que je sois régulièrement en contact avec moi-même et me dire, ok, est-ce que je me sens bien là? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que mes besoins c'est ok? Voilà, est-ce que j'ai certaines limites à poser? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Tiens, qu'est-ce que je me raconte comme histoire? Qu'est-ce que j'aurais besoin de nommer à l'autre? Être authentique, être sincère le plus possible. Parfois, on n'a pas toujours accès à tous nos besoins, on n'a pas toujours beaucoup de clarté dans ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est sous emprise dans une relation toxique. On a toute la vie pour apprendre à se connaître. Et puis on change. Donc en fait, dès qu'on commence à apprendre à se connaître, il y a peut-être des choses qui vont bouger. Et puis il y a aussi comment je peux être cette oreille attentive et à l'écoute, bien traitante et sécurisante aussi pour l'autre. Et comment je peux aussi faire attention aux besoins de l'autre, aux rêves de l'autre, aux limites de l'autre, à la quête de l'autre. Et je crois du coup parfois accepter qu'on se désaccorde. Accepter que parfois, temporairement, c'est plus aussi fluide, c'est plus aussi simple. Il y en a un ou deux qui va avoir le sentiment d'être un peu carencé à certains endroits, d'accumuler de la frustration, mais ça fait partie de la vie. Si à chaque fois il y a ces phases de disharmonie, on lâche, mais on ne construira jamais rien de fiable et de durable. Et tu disais dans la conférence, c'est quelque chose que m'avait dit à l'époque ma psy quand j'étais en pleine séparation, c'est que dans une relation, dans un couple, on est trois. Il y a toi, ton conjoint et la relation. Ouais. Et donc, il y a le besoin aussi de la relation qu'il faut prendre en compte en plus. Ouais, et puis moi je pense qu'on est bien plus que trois. C'est-à-dire il y a toi, il y a moi, il y a la relation, il y a les enfants en nous, il y a les jeunes adultes en colère en nous, il y a notre héritage transgénérationnel et tous nos ancêtres, il y a la relation, il y a la société, enfin voilà, en fait il y a tout ça. Parfois il y a l'entourage qui s'immisce dans la relation de couple, donc je crois qu'on est très très nombreux dans une relation de couple. Donc c'est comment avoir conscience de toutes ces influences, tous ces impacts, en fait, toutes ces énergies qui viennent traverser le couple. Comment évidemment avoir cette conscience systémique de nous sommes un système et nous occupons des places dans un système, des fonctions dans un système. Et donc on ne peut pas se réduire à une fonction, à une place, à des comportements. C'est important aussi de toujours garder un mouvement de recul, un peu la perspective de l'aigle, de se dire ok, il y a moi, mon essence, mon âme, mon être, et puis il y a mes comportements qui vont être activés dans un système relationnel spécifique à un moment donné.
Le système couple qu'on forme aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 5 ans, ne sera pas le même dans 12 ans. Enfin, voilà, donc c'est avoir cette conscience-là aussi en permanence. Et toujours être soucieuse de le vivant de la relation. Voilà. Et des fois, la relation, le nous, va être un peu déconnecté, mais nous on se sent plutôt bien et ça va tenir. D'autres fois, le nous est super connecté, mais l'un de nous deux se sent pas forcément super bien. Voilà. Et quand on a une famille et qu'on est parents ensemble, il y a en plus le système familial. Donc c'est arriver à toujours se dire, ok, comment moi je me sens, comment tu te sens, comment on se sent ensemble, comment notre tribu se sent. Voilà, toujours essayer d'avoir ce regard-là. Être à l'écoute. Exactement. Tu parles de couple allié. Est-ce que tu auras un petit geste concret pour offrir de l'amour au quotidien dans son couple? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Comment ça va pour toi? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? J'avais prévu de te poser une question. Je vais te la poser, mais au vu de la conférence, je pense que tu vas la switcher. C'était quoi ton arme secrète pour désamorcer une dispute? Alors déjà, je trouve ça intéressant comme question. Arme. L'emploi de arme secrète pour désamorcer. Je crois pas que j'ai d'armes pour désamorcer. Moi, si j'ai une arme, c'est pour faire exploser. Hein. Donc des armes pour foutre le bordel, j'en ai plein. Je t'avoue, dont certaines que voilà, j'essaye de vraiment mettre de côté. Donc je dirais, qu'est-ce que j'ai comme ressource pour désamorcer un conflit? L'humour. C'est pas donné à tout le monde, j'avoue. Tout le monde n'est pas réceptif à l'humour. Moi, j'arrive à faire beaucoup d'humour avec mon fils et ça désamorce immédiatement. J'ai beaucoup plus de mal à faire de l'humour avec mon mec. Par contre, mon mec est très fort pour faire de l'humour avec moi aussi et ça désamorce beaucoup. Et sinon, ma manière en tout cas de désamorcer un conflit, ça va être de prendre un mouvement de recul, de dire par exemple à mon mec, je sais pas, on s'engueule, on est tendu, lui dire écoute, je t'aime, réassurance par le lien, voilà, je t'aime, on est connecté, là par contre on est dans un moment où c'est difficile de se parler, je te propose qu'on fait une pause là, chacun va respirer et on reparle un peu plus tard. Donc rappel du lien, indispensable, et rappel en tout cas pour moi à ce moment-là de la limite, et proposition de reconnecter ou de se retrouver après. Sachant que c'est important aussi de dire les choses et parfois on a besoin de les dire avec une émotion. Totalement. Totalement. Parfois on a besoin d'être en colère. Parfois on a besoin d'employer des comportements, si je puis dire, un peu dysfonctionnels parce que ça s'exprime de cette manière-là et parce qu'il y a des choses qui ne peuvent se dire... Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui ne seraient pas forcément d'accord avec moi et tant mieux. Mais moi je crois qu'il y a des choses qui ne peuvent pas parfois se dire autrement que dans la colère ou dans l'essence de l'émotion. Et nier ça, c'est nier les êtres émotionnels que nous sommes. C'est-à-dire qu'on peut développer une très grande conscience de soi et avoir une habileté remarquable à connecter à l'autre et à s'exprimer avec justesse. Et en même temps, je crois que c'est aussi important à chaque fois de revenir à cette forme d'humilité et de se dire on reste juste des petits humains. Et c'est pas du tout pour être méprisant avec nous, mais c'est juste pour nous remettre à notre place. On contrôle 1% de ce qui se passe. Et donc, comment... En ayant conscience qu'il y a des moments où je vais avoir des comportements foireux, comment je peux éviter d'en arriver là, comment je peux au mieux réparer, restaurer quand j'ai franchi certaines limites. Ça fait partie de la vie en fait. Sachant qu'il y a toi qui exprime ton émotion et ton mécontentement et potentiellement la personne en face sera beaucoup plus réactive et réceptive si en effet il y a de la colère, parce que si tu dis écoute chérie, j'en ai marre que tu fasses ça, c'est pas du tout pareil que j'en peux plus. Enfin, ça va dépendre aussi après du système du couple. Voilà, moi je pense que ça dépend beaucoup de la personne qu'on a en face de nous, parce que si je suis en colère, moi quand je suis en colère, je dis pas des choses sympas, tu vois, donc l'autre en face ça va être difficile pour lui. Oui, tout dépend de comment tu exprimes ta colère. Voilà, donc en fait je pense que ça dépend vraiment du moment, de la personne en face, de comment j'exprime ma colère. Moi il y a des moments j'ai besoin d'exprimer ma colère, vaut mieux qu'il y ait personne en face de moi. Vaut mieux. Et je me sens pas mal pour autant. C'est ça être un être humain. Et c'est la même chose pour mon mec ou pour mon fils ou pour d'autres personnes. Le tout c'est d'apprendre à savoir comment on fonctionne pour pouvoir justement préserver l'autre aussi, parce que tu sais que si ça déborde, justement d'où chérie je t'aime, on va prendre un peu large. Bien sûr, et en même temps je crois aussi qu'il y a une partie de lâcher prise, quoi, dans le sens où tu vois, je trouve qu'on essaye, et ça part d'une très bonne volonté aussi en tant qu'être humain, de vouloir comprendre, de vouloir mieux se connaître, mieux se comprendre, et c'est super, c'est extraordinaire. Et en même temps, on n'arrivera jamais à être parfaitement adapté. Sinon, ça veut dire qu'on est pour moi en tout cas, dans ma réalité, c'est peut-être une croyance limitante, mais dans un espèce d'hyper-contrôle, de je suis toujours parfaitement bien, je réponds toujours parfaitement bien, tout est lisse, tout est nickel, je sais parfaitement bien maîtriser tous les outils exceptionnels qui sont à ma disposition. Mais où est l'être humain que je suis, qui est aussi sujet
à des émotions qui sont par état de fait, par essence, non contrôlables, non maîtrisables. Et ça aussi, c'est le vivant. D'où l'intérêt d'avoir des interdits structurants, par contre, voilà, un surmoi qui est ferme, qui est implanté, et en même temps, dans cet espace, dans ce cadre d'interdits structurants, m'autoriser parfois à bouger, à aller visiter. Et tu vois, là, je fais des mouvements, c'est intéressant. C'est comme si, besoin aussi par le corps, l'émotion, elle a besoin de bouger, elle a besoin d'espace. Et comment pouvoir peut-être parfois passer par le corps quand je suis en colère ou triste, quand j'ai des émotions intenses qui sont pour moi pas du tout négatives, mais peut-être inconfortables, désagréables à éprouver. Comment je veux parfois exprimer par la danse, le chant, la musique, le sport. Voilà, comment mon corps va pouvoir justement faire vivre ce mouvement. Quelles sont les 3 idées phares avec lesquelles tu as envie que les personnes qui nous écoutent repartent ? La notion de responsabilité, être plus conscient, concerné de ce qui se passe chez l'autre par rapport à ce que moi je vais participer à réveiller. La notion de durabilité, voilà, j'estime que c'est indispensable d'être courageux et audacieuse dans cette société et de s'impliquer davantage à vouloir durer. Voilà, durer en conscience et réparer plutôt que de jeter tout de suite quand c'est un peu compliqué. Et puis, la notion de société, c'est-à-dire que c'est aussi une question de société aujourd'hui, d'apprendre ensemble à être des couples plus bien traitants, plus sécurisants, parce que les nouvelles générations, pour celles et ceux en tout cas qui ont pour souhait et pour projet de continuer d'avoir des enfants, eh bien, ils vont grandir dans ces atmosphères-là. Et ça ne sera pas la même société si on grandit avec des parents bien traitants, sécurisants, qui débordent parfois, mais qui ont certains outils et qui ont une conscience de l'autre, que si c'est Bagdad, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu es entrepreneuse. Est-ce que tu pourrais nous partager un conseil pour prendre soin de ta santé physique et mentale ? Ouf, je pense que je suis pas la bonne personne. Je vais pas te mytho. Je pense que je suis pas du tout la bonne personne à qui demander ça, parce que honnêtement, je pense que je suis très pas douée pour ça au niveau de l'entrepreneuriat. Par contre, si, il y a quelque chose que je peux dire, et là j'en suis vraiment à mes prémices, le lieu dans lequel on vit. Là, j'ai acheté une maison avec mon chéri là tout récemment dans la nature, et je vois déjà, en étant juste dans les travaux, on n'a même pas déménagé, c'est dans quelques semaines qu'on déménage, je vois déjà l'impact de cet environnement sur ma santé mentale et sur le fait que ça me pousse, le simple fait d'être dans une maison à la campagne, ça me fait ralentir. Et donc je crois qu'il y a quelque chose en moi, en tout cas, et ça c'est le chemin initiatique de chaque entrepreneur, hein, on ne va pas tous dans l'entrepreneuriat pour les mêmes raisons. Moi je crois que j'avais un grand besoin de liberté, mais surtout un grand besoin de reconnaissance, comme s'il fallait faire quelque chose de difficile pour être reconnu. Et aujourd'hui il y a quelque chose qui s'est vraiment posé, et cet environnement extérieur à moi me fait beaucoup de bien. Ouais. Et c'est pour ça que cette idée de se dire, peu importe où on est, tout dépend de nous, bah non, pas du tout. Je crois que les gens avec qui on vit, l'environnement dans lequel on vit, le système, la société ou le village, voilà, tout ça, ça a une influence énorme sur notre santé mentale. Prenez soin de votre monde extérieur aussi. Ouais, ça, je partage complètement. Tu vois, à la base, je suis une vraie Parisienne et je vis à Marseille aujourd'hui. Et j'en parlais avec un entrepreneur que j'ai interviewé dans le podcast cette semaine et qui est marseillais, enfin qui vit à Marseille aussi. On se disait, pour le business, ça serait beaucoup mieux d'être à Paris. Mais en fait, ça n'a pas de prix d'avoir la mer à un quart d'heure de chez toi. Enfin, mais c'est d'être aligné. Enfin, c'est la grande question par rapport au congrès. C'est quoi le bonheur pour vous ? C'est quoi le bonheur pour toi, Maureen Mellet ? Avoir des relations sécurisantes dans lesquelles j'aime l'autre et je me sens aimée par l'autre. Me sentir dans une tribu, faire partie d'une tribu, sentir que j'ai ma place et pouvoir aussi moi aussi donner et reconnaître cette place aux gens que j'aime dans ma tribu. Ouais, c'est vraiment les relations humaines. Est-ce que tu as un conseil pratique à nous partager pour cultiver le bonheur ? En tout cas, si vous avez envie de cultiver le bonheur dans vos relations, lisez mes livres. Non mais je sais pas, être curieux, être curieuse de l'autre, de ce qui se passe chez l'autre, et je crois aussi pas laisser son passé nous définir. C'est aussi ça le principe de la résilience. Je donne souvent cet exemple en retraite parce que je le trouve magnifique. Je sais pas si tu vois ces plaques de goudron sur le sol, les trottoirs, les routes.
et ces petits brins d'herbe. J'adore. Non, mais tu vois, non, mais tu te dis, c'est quand même délirant. Ouais. La nature, ce brin d'herbe, je veux dire, tu le touches, c'est tout fin, c'est tout mou. Le truc arrive à péter la roche pour passer. Et ben voilà, pour moi, c'est un peu la puissance de l'espoir qui existe en chacun de nous, chacune de nous. Et comment, malgré les plaques de merde qui parfois s'entassent depuis l'enfance, on peut quand même arriver à aller chercher la lumière. Donc, soyez curieux, curieuse de déjà tout ce qui existe dans votre présent, de ce qui peut arriver à l'avenir, et ne vous laissez pas définir par votre passé. Quelque chose d'autre aussi peut être merveilleux et peut vous attendre. C'est quoi pour toi être aligné ? C'est me sentir en sécurité. Je crois que moi, le mot le plus important dans ma vie, c'est la sécurité. Et quand je me sens en sécurité, et attention, je différencie deux sécurités. Enfin non, pour moi, il n'y a qu'une sécurité, et je ne parle pas de la fausse sécurité. Parfois, on va être dans notre zone connue, qui n'est pas forcément confortable, avec l'illusion d'être en sécurité. Et paradoxalement, on n'est pas non plus dans le flot de la confiance de la vie. Et donc je crois que moi, c'est ce mélange d'être à la fois en sécurité, mais en sécurité dans l'expansion, en sécurité dans l'expérience de la vie, en sécurité dans ce qui s'ouvre. Il y a quelque chose, là tu as quelque chose qui vient autour de la confiance, de la foi, en fait, qui n'a rien à voir avec la religion. C'est, je me sens alignée quand je crois, ça y est, je me sens alignée quand je crois que je ne suis pas toute seule. Et que tout ce qui arrive dans ma vie d'une manière ou d'une autre, ça contribue à quelque chose qui est bon pour moi. Et quand j'arrive, peu importe le chaos environnant ou la joie qu'il y a autour de moi, je me sens alignée quand j'arrive à mettre du sens sur ce que je vis. Ouais. C'est ça ma sécurité. Parce que ce qui se passe, c'est que quand notre cerveau reptilien se sentira en sécurité dans une zone inconfortable, mais notre système nerveux, lui, a besoin d'être en sécurité dans un endroit de confiance. Et donc, du coup, il y a une vraie compète entre notre mental et notre cœur et notre corps et notre système nerveux qui nous dit attention. Et le mental qui dit ah non, mais on n'est pas si mal que là, que ça ici. Ouais, complètement. Je pense que le corps, en tout cas, est très engagé dans cette notion de sécurité. Et se sentir en sécurité, c'est pas toujours un endroit. Ça peut être un endroit en soi, ça peut être un endroit à l'extérieur, ça peut être une présence, une personne. Moi, il y a des endroits où toute seule, je me sens pas en sécurité. Avec une personne, je me sens en sécurité. Donc, c'est trouver aussi qu'est-ce qui me met en sécurité et qu'est-ce qui contribue, qu'est-ce qui participe à cet alignement à l'intérieur de moi. Et je crois aussi que l'alignement, si je puis dire en tout cas, accepter peut-être aussi parfois d'être désaligné. Mais tu vois, je remets la notion de foi et de confiance. C'est-à-dire que les fois où je suis perdue, où je me dis wow, attends, mais là je me sens désalignée dans cette relation ou dans cet endroit ou dans ce truc professionnel, tu vois, je me sens désalignée et c'est comment, dans ce désalignement, je vais pouvoir trouver un fil conducteur de attends, mais t'es en train d'apprendre quelque chose là. Justement, c'est parce que tu expérimentes le désalignement que tu te rappelles c'est quoi l'alignement, tu vois. Donc c'est toujours cette notion de paradoxalité qui est indispensable. La violence, l'amour, la joie, la peur, le doux, le pas doux. Enfin, on a besoin de tout pour trouver notre chemin, en fait, je crois. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi ? Alors, je crois que je me suis jamais dit pourquoi pas moi. Je t'avoue, je ne me suis jamais dit pourquoi pas moi. Je crois pas que je me sois dit ça, en fait. Non, je crois pas que je me sois dit... Enfin, dans quel contexte ? Il y a pas, la question, justement, le pourquoi pas moi, pour moi, il est à la fois point d'exclamation, je me lance en tant qu'entrepreneuse, pourquoi pas moi, pourquoi j'y arriverai pas. Après, ça peut être en voyant une personne sur scène, en disant, bah attends, elle est sur scène, pourquoi pas moi, point d'interrogation. Alors, mais tu vois, mais c'est intéressant parce que je crois que c'est un peu l'histoire de ma vie. Je me suis jamais dit pourquoi pas moi, par contre, on m'a beaucoup dit pourquoi pas toi. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, on en revient à cette altérité qui est indispensable dans mon parcours de vie, en tout cas personnel. Et je crois que c'est justement parce qu'on m'a dit « pourquoi pas toi ?» Je me suis pas dit « bah oui, pourquoi pas moi ?» Je me suis dit « ok, essayons », tu vois. Enfin, mais voilà, pas dans... Jamais de cette manière-là. Mais peut-être qu'il y avait un peu de ça, tu vois, dans le fond, mais plutôt l'autre qui a autorisé des choses en moi. Quelle est la phrase que tu aimerais que les gens se répètent chaque matin ? Je suis aimable, j'ai le droit d'être dans des relations
sécurisante, aimante, bien traitante. Et je me dois aussi de faire honneur et de célébrer les gens autour de moi et d'en prendre soin. Et c'est pour des toutes petites choses du quotidien. Voilà, tout à l'heure, apparemment j'ai pas respecté le truc. J'arrive toujours, en tout cas d'une manière ou d'une autre, j'arrive toujours à être celle qui ne rentre pas dans le truc. Et donc je ne savais pas du tout qu'il fallait, tu vois, être à l'endroit des conférences en attente, tout ça. Moi j'étais dans la salle, je regardais tranquille. Et donc je suis arrivée au moment où c'était à passer à moi. Et donc en effet j'avais pas fait installer le micro, tout ça. Et je pense que c'était très inconfortable aussi, bien sûr, pour cette personne-là qui, elle, a la responsabilité que tout se passe bien. Et donc je trouve que c'est dans ces petites choses de comment pouvoir remettre du lien. On peut vite mal se parler ou se dire ok, ben là, fallait être là à l'heure. Oui, ben c'est bon, je savais pas. Enfin, boum. Et comment se dire ok, bah désolé, je n'étais pas au courant, tout va bien. On peut rester en contact, on peut rester en lien. Et voilà, et montrer à la personne que je la comprends. Et en même temps, j'ai besoin aussi d'être comprise à cet endroit et on peut rester connecté, même si c'est un peu inconfortable en fait. Voilà. Avant de se quitter, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi ? Bah, la première personne qui arrive, c'est mon fils. Voilà, parce que pour moi, c'est vraiment... tu vois, j'en perds mes mots. Je pense que je manquerai de mots pour dire à quel point cet être vivant, cette âme, à mon sens, elle s'est incarnée évidemment pour elle-même. Mais je me suis saisie de son incarnation et de son vivant pour transcender beaucoup de choses de mon histoire, et je serai jamais la femme, la mère, l'amoureuse que je suis sans cet être sur Terre. Donc je le remercierai jamais assez pour la personne extraordinaire qu'il est déjà à l'aube de ses 10 ans. Évidemment, j'ai envie de remercier intensément l'homme que j'aime, Paul, voilà, qui est un être extraordinaire, exceptionnel. J'ai envie de remercier ma psy, parce que sans elle, j'en serais pas là, ça c'est clair. Et puis toutes les personnes dont j'ai croisé le chemin, qui d'une manière ou d'une autre, qu'elles aient été bien traitantes ou pas, ont contribué à faire de moi, ou plutôt je me suis servie de ces rencontres et de ces expériences pour devenir la femme que je suis, et du coup j'ai envie de remercier la vie en fait, plus largement. Un grand merci Maureen Mellet pour ce témoignage. On peut rejoindre ta très belle communauté sur Instagram en suivant sur le compte Maureen Mellet et découvrir son site coupleallier.com. Merci beaucoup et merci à tous. Si tu as aimé cet échange avec mon invité, je suis certaine que tu vas adorer découvrir l'intégralité de sa conférence au congrès « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Nous faisons gagner un pass replay pour accéder à toutes les conférences. Pour participer au concours, c'est très simple. Rendez-vous sur le compte Instagram pourquoipasmoi.co. Comment éviter le burn-out si tu ne le comprends pas ? Comment rebondir d'un burn-out si tu ne le comprends pas ? Comment aider une personne en difficulté si tu ne comprends pas ce qui lui arrive ? C'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme avec un mini-prix, seulement 29 € pour comprendre le burn-out, ce mal invisible. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co.